Et hello les investisseurs et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise ST Microelectronics. On va dans la première partie de vidéo regarder ce que fait rapidement l'entreprise, faire des rappels aussi des vidéos précédentes parce qu'on a déjà parlé de cette entreprise dans le passé. On regardera ensuite les dernières publications qui ont eu lieu et les chiffres de l'entreprise. Et en fin de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi à l'époque j'avais passé mon chemin en mars et août, j'avais pas voulu investir dessus. Et je vais voir qu'est-ce que je ferai maintenant, est-ce que j'ai vu du positif et des évolutions qui feraient que j'aurais peut-être envie d'investir. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent, prenez vos propres décisions. Donc, c'est une entreprise qui a quand même beaucoup baissé en bourse depuis quelques années. Vous voyez que si on prend des points hauts jusqu'au prix actuel, on est à moins 57%. Et j'avais fait deux vidéos, une première en mars 2024 au niveau des 40 dollars. J'avais refusé de l'acheter à l'époque. Ensuite, on a fait un moins 30%. J'ai fait une deuxième vidéo, je voulais toujours pas l'acheter et on a rebaissé d'encore environ 15-20% depuis, sachant qu'on a eu les résultats qui ont engendré une baisse de pas loin de 10% il y a quelques jours. Au niveau de l'entreprise, alors c'est une entreprise franco-italienne qui conçoit, fabrique et vend des puces électroniques qui sont utilisées dans de nombreux appareils électroniques du quotidien. Et les clients, ils installent ces composants dans leurs cartes électroniques qui elles-mêmes sont mises dans des autres produits. On pensera à des produits du type Apple, Bosch pour les voitures notamment, HP, Samsung, Huawei, Nintendo, etc. C'est des composants auxquels j'ai déjà été confronté de par mon métier, enfin de par ma formation d'ingénieur industriel. Et j'ai bossé avec pas mal d'ingénieurs hardware qui, eux, clairement utilisent ces produits, sélectionnent des composants, donc par exemple des microprocesseurs, mais aussi des régulateurs de tension, des diodes, etc. Bref, beaucoup de composants électroniques qui rentrent dans la conception de PCB. Les PCB, c'est les cartes électroniques. Donc c'est une entreprise qui est très exposée au secteur de l'automobile, vous le voyez ici à 46% du marché, et donc ce n'est pas étonnant que l'entreprise est corrigée parce que l'automobile va mal, comme vous le savez, c'est quelque chose dont je parle souvent, j'ai traité d'autres entreprises sur l'automobile aux États-Unis et en France, et c'est un secteur qui est en pleine transition, en pleine évolution, avec des voitures qui sont en train d'évoluer pour moi beaucoup plus vers des produits avec forte valeur ajoutée. Et j'aime souvent prendre la comparaison de comparer les voitures du XXe siècle à des produits industriels contre les voitures du XXIe siècle à des téléphones par exemple. Bon, on va continuer à voir un petit peu pour ce que fait l'entreprise. Ils font en gros des composants électroniques. Alors, je vais d'abord vous donner ma conclusion que j'avais fait en août et qui m'avait mené justement à ne pas vouloir acheter l'entreprise et je vais vous la faire pour que vous compreniez un petit peu ce que je vais regarder dans ces nouveaux résultats. Et c'est l'intérêt aussi de suivre des entreprises dans le temps et ça a fait des exercices qui, j'espère, apportent de la valeur à la communauté pour vous montrer un petit peu ma réflexion. Donc à l'époque, ce que j'avais dit, c'est que d'un point de vue qualitatif, même si je connais quand même pas mal leur technologie, parce que j'y ai été confronté dans mon métier, je vois de la concurrence, je vois les applications, je comprends les langages qui sont utilisés derrière, par exemple, notamment dans les processeurs, je comprends aussi beaucoup de composants électroniques, les régulateurs de tension, les diodes, etc. Bref, pas mal de composants, je vous en ai dit 2-3 ici parce que c'est ce qui me vient en tête, mais il y a plein d'autres composants que j'ai pu voir utiliser. Je pense pas assez connaître la technologie, honnêtement, je suis pas ingénieur hardware, et aller comprendre les avantages compétitifs des concurrents. Vous penserez à Texas Instruments, vous avez par exemple d'autres entreprises qui fabriquent ces composants électroniques. Personnellement, il faudrait vraiment que je fasse une analyse qualitative très poussée pour comprendre déjà et pour ensuite prendre une décision. D'un point de vue quantitatif, par contre, parce que le qualitatif, il faut avoir des connaissances, il faut faire beaucoup de recherches, mais quantitatif, on peut le juger rapidement. La question que je m'étais posée à l'époque, c'est est-ce qu'on aura un retour à la croissance? Parce qu'on avait des difficultés sur le chiffre d'affaires et on va le voir, ça ne s'est pas arrêté. On a un chiffre d'affaires et des marges qui étaient en baisse et donc je disais déjà à l'époque, attention au free cash flow. Pour l'instant, on n'avait pas de problème à l'époque et on va regarder aujourd'hui s'il y a des problèmes. J'avais aussi évoqué le fait qu'on avait des subventions, beaucoup de politiques qui pouvaient influencer en positif comme en négatif. C'est pas quelque chose qui me plaisait trop. Et globalement, je me sentais pas à l'aise à estimer le prix à payer aujourd'hui parce que j'avais pas assez de connaissances et même en faisant des recherches et en regardant les chiffres actuels, je me disais le jeu et le travail n'en valaient pas la chandelle. Donc voilà, je comprends que le business pouvait intéresser et honnêtement, je vais regarder à nouveau s'il m'intéresserait aujourd'hui, voir notamment si le quantitatif s'est amélioré parce que si les chiffres ça va mieux, pourquoi pas passer du temps sur le qualitatif, aller prendre le temps d'étudier. Je pourrais peut-être comprendre parce que j'ai des avantages compétitifs, c'était mon métier quand même de travailler dans l'industrie et d'intégrer ces composants électroniques, en tout cas les cartes électroniques dans des produits industriels. Mais le quantitatif ne m'avait pas plu, donc je ne vais pas aller passer des jours et des jours à étudier le qualitatif, sachant que le quantitatif n'allait pas. Donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui.
Au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez ici qu'on avait eu une très belle hausse et donc le titre s'était forcément apprécié en bourse en conséquence. Vous voyez ici de 2018 à 2021 globalement. Ensuite, on a fortement accéléré et là par contre, ça y est, on a décroché au niveau du chiffre d'affaires mi-2024 et on va aller voir les dernières publications pour comprendre ce qui s'est passé parce que ça a encore baissé le chiffre d'affaires. Et donc, maintenant, si je vous amène du coup dans ces documents financiers et ces résultats. On voit que le chiffre d'affaires pour tout 2024 a baissé de 23% sur un an et la marge opérationnelle est passée de 26% à 12%. Donc là, on sent vraiment la baisse des chiffres et il ne faut pas être étonné, et ça ne m'étonne pas, hélas, que le titre est corrigé en bourse. Maintenant, la grande question qu'on va se poser plus tard en conclusion, c'est est-ce que c'est qu'en ce moment, et dans ce cas-là, on serait peut-être sur un value play, donc sur une entreprise qui serait sous-évaluée parce que momentanément, elle a une difficulté, ou alors est-ce que c'est du plus long terme? Il précise que l'entreprise a beaucoup souffert à cause du secteur de l'automobile, notamment en Europe. Rien d'étonnant. Et ils expliquent, et je pense que c'est là que l'entreprise a encore beaucoup baissé en bourse. Hein. On regarde les mouvements ici, on ne se rend pas compte parce que la baisse est énorme, mais en fait, même les mouvements qui paraissent petits en bas sont des mouvements assez violents quand vous regardez en pourcentage. Et donc, ce qu'ils annoncent, c'est que pour le premier trimestre qui arrive, ils vont faire 2,5 milliards de chiffre d'affaires, ils pensent. Ce qui fera une baisse sur un an en 12 mois glissants de 27%. Et regardez, le trimestre précédent, on était à 3,3 milliards. Donc, ils vont passer de 3,3 milliards au trimestre qui vient de passer, donc octobre, novembre, décembre, à janvier, février, mars, donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ils sont en plein dedans, parce que là on est en février, on serait à 2,5 milliards. Donc le chiffre d'affaires continue à baisser très fortement. Je voulais vous montrer les marges, parce que le chiffre d'affaires baisse, mais si on tient les marges, pourquoi pas avoir peut-être un coup à jouer, parce que si le chiffre d'affaires repart, si c'est que l'automobile va mal que en ce moment, mais qu'on pense que l'automobile va avoir le futur qu'elle pourrait avoir avec une reprise des constructeurs historiques, etc., pourquoi pas. Alors, si vous prenez les marges, elles sont toutes en train de baisser. Hein. Marge sur le flux de trésorerie disponible, marge opérationnelle, même les marges brutes sont en train de baisser. Donc ça veut dire que la capacité à fixer les prix est en train de baisser parce que les marges brutes, ça reflète vraiment la capacité à fixer les prix pour moi puisque c'est clairement ce que l'on vend par rapport à combien ça nous coûte. Et les prix, eh bien, ils ne baissent pas forcément, les prix de fabrication. Par contre, si à un moment on veut maintenir le chiffre d'affaires et que notre produit il y a de la concurrence, on baisse les prix et donc les marges brutes baissent. Et les marges nettes sont aussi en train de baisser. Donc sur tous les tableaux, vous le voyez ici, ça baisse. Je voulais vous montrer aussi comment ils gèrent leur trésorerie, parce qu'on l'avait dit à l'époque, ça allait pas si mal que ça au niveau de la trésorerie, et on n'était pas sur un risque imminent de faillite, clairement pas sur cette entreprise. En tout cas, c'était le cas à l'époque, et on va regarder ce qui s'est passé maintenant. Alors, au niveau du flux de trésorerie disponible, vous le voyez ici en vert, on est en train de s'écrouler. En même temps, c'est normal, parce que le chiffre d'affaires est en train de baisser fortement, et en plus, la marge par rapport au chiffre d'affaires pour sortir de la trésorerie est en train de baisser aussi. Donc quand vous avez les deux qui baissent, forcément, la trésorerie elle est en train de s'écrouler. Enfin, la capacité de l'autofinancement. Et la trésorerie en elle-même, on va regarder le cash juste après, je vous l'ai mis ici. Je vais finir par contre d'abord sur ce graphique. Ils peuvent toujours payer leurs dividendes et faire leur rachat d'actions. Vous avez ici en bleu ciel pardon, et en bleu foncé violet. Donc ils sont encore capables de le soutenir. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque dans la vidéo. Financièrement, c'était pas encore la catastrophe. Maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à que ça ne le devienne pas. Et ça, c'est votre analyse qui vous le dira. Menez toujours vos propres analyses, évidemment, si vous décidez d'investir un jour. Au niveau du cash, ils ont toujours pas mal de cash en stock. Ils permettraient largement de couvrir la dette court terme et long terme et ils ne brûlent pas encore de la trésorerie. Donc c'est quand même intéressant à dire sur ce business, c'est que on a tout qui est en train de se dégrader, mais jusqu'à il y a encore peu, en fait, tout allait bien. Le chiffre d'affaires montait, les marges étaient bonnes, parce que si je prends les marges, regardez là à l'époque, 30% de marge opérationnelle, allez, 20% de marge nette, marge sur flux de trésorerie disponible à autour de 10%. En fait, tout allait bien dans le business. Je comprends que l'action montait en bourse, avant, là, on le voit avant 2020, fin 2023, début 2024, les débuts de la baisse, et d'un coup, eh ben, on a des grosses difficultés. Et donc je comprends qu'on ait eu du mal à le voir venir. Et ici, je ne suis pas du tout en train de dire que c'était quelque chose qui aurait été facile à voir. Bien au contraire, ce que j'essaie de comprendre, c'est maintenant que ça baisse, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? Je voulais vous montrer cette page où on va regarder ensemble les flux de trésorerie disponibles, notamment sur tout 2024. Et si vous regardez, on a fait 0,29 milliards de flux de trésorerie disponibles. Et donc en 12 mois glissants, ça y est, on ne peut plus couvrir le dividende et le rachat d'actions. Parce que là, jusqu'à maintenant, je vous montrais les graphiques avant les derniers résultats. Et là, sur les derniers graphiques, ce n'est plus le cas. Donc maintenant, je vais me poser pas mal de questions. Parce que ce qu'on avait peur juste avant, maintenant, c'est en train
d'arriver. On n'est pas encore en capacité d'autofinancement négatif, mais on commence à rentrer dans un moment où ça y est, on ne peut plus payer le dividende et le rachat d'actions sur ce qui vient de se passer sur les derniers résultats annoncés il y a quelques jours. Donc le flux de trésor est en train de s'écrouler, comme je vous le disais. Les chiffres étaient clairement sur une belle tendance. Que s'est-il passé? Et là, bon, j'ai déjà à moitié répondu sur l'étude qualitative. Il y a eu beaucoup de difficultés dans l'automobile et donc forcément ils ont souffert. Mais ayant utilisé leurs produits et leurs composants électroniques dans mon métier, pas directement, je ne suis pas un ingénieur hardware, mais bon, j'ai été beaucoup confronté à ça quand même. Ça reste des composants sur lesquels il y a de la concurrence. On n'est pas sur des composants de Nvidia avec beaucoup d'avantages compétitifs derrière. Ils ont certes quand même des microprocesseurs qui sont utilisés dans des produits quand même assez avancés techniquement, mais il y a de la concurrence. On ne va pas se le cacher. D'ailleurs, je me rappelle très bien parler avec des ingés hardware sur le terrain et ils me disaient est-ce que je prends du microchip? Est-ce que je prends du TI? Est-ce que je prends, je ne sais plus les marques, ils me les citaient à l'époque, mais vous avez pas mal de fabricants qui fabriquent des composants. Donc c'était pas mon métier, mais j'y étais quand même exposé. Donc oui, il y a beaucoup de compétition et ça se choisit très souvent au prix. Alors, pour revenir un petit peu à nos moutons, parce que là j'ai fait une tangente technique, que va faire la direction sur le dividende et le rachat d'actions dans le futur? Parce que là, ils ne peuvent plus le payer sur 2024. Si ça repart en 2025, parfait. Mais bon, ils viennent d'annoncer que le premier trimestre allait être à moins 27 ou moins 30%. On a regardé tout à l'heure, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, ça va beaucoup baisser. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une question à se poser parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de dettes contre le cash, donc ça va bien. Est-ce qu'ils vont prendre les bonnes décisions pour justement remettre l'entreprise dans le droit chemin? Ça peut faire mal sur le court terme, mais sur le long terme, ça peut être bien. Ça, c'est quelque chose que je surveillerai clairement. Et pour moi, il y a quand même pas mal d'inconnus, surtout que je comprends un petit peu la partie industrielle, et m'exposer sur une entreprise qui fait des composants électroniques qui peuvent être faits par d'autres personnes. Ils ont peut-être un peu d'avantages compétitifs, comme je vous le disais, sur certains processeurs, sur certains procédés de fabrication, mais on n'est pas non plus sur des composants et de la vraie grosse valeur ajoutée. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Évidemment, si vous êtes connaisseur ou si vous êtes ingénieur hardware, donc les personnes qui fabriquent les PCB, parlez-en en commentaire, parce que là, ce que je dis, c'est le peu de connaissances que j'ai dans ce domaine de ma petite expérience professionnelle et de ma formation. Mais bon, ça reste important à partager, puisque c'est des choses quand même que j'ai un petit peu touchées. Donc on va passer à la conclusion. Même si je connais un petit peu l'industrie, comme je vous le disais, je ne me vois pas toucher à ça, je vois de la concurrence, je dois faire des choix en portefeuille et quand je vois tous les chiffres qui sont en train de baisser et une technologie dans laquelle je ne vois pas d'avantage compétitif, je préfère aller me mettre ailleurs. Par contre, je ne veux pas du tout détruire l'entreprise, je ne veux pas vous dire que c'est une mauvaise entreprise, qu'elle va aller à la faillite, parce qu'en fait, quand je regarde les chiffres avec vous, on l'a fait ensemble, jusqu'à il y a encore un an, les chiffres étaient très bons. Ça montait, il y avait un vrai potentiel, on avait de la trésorerie qui rentrait, on avait des bonnes marges, et c'est juste que là, ça va mal en ce moment. Maintenant, évidemment, comme vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, le secteur de l'automobile, je suis très inquiet. Il y a pas mal d'entreprises que j'ai déjà évoquées, sur lesquelles je pense qu'on va avoir des sacrés dégâts. Et je vous ai aussi déjà parlé à l'époque de tout ce qui est les équipementiers automobiles. Pensez Bosch, Faurecia, Plasticomium, Valeo, et d'autres, mais c'est parmi les plus connus, que je peux vous citer ici de tête. Je pense que ça va faire mal dans ces entreprises et ce sont des très très gros clients de ST Microélectronique. Donc pour toutes ces raisons, je ne me sens pas à l'aise à faire une projection des chiffres, à déterminer combien la payer. En plus, le titre, il est dans une tendance baissière et c'est peut-être pas fini parce qu'ils ont annoncé que ça allait continuer à avoir des difficultés au niveau du chiffre d'affaires, donc je ne sais pas où ça va s'arrêter. Et voilà, dans ma conclusion, je ne me sens pas à l'aise à analyser l'entreprise pour ensuite venir l'acheter et donc je me dois de passer mon chemin. Je vois un peu trop de risques. Par contre, elle a eu une très belle performance passée, on ne peut pas nier ça, et donc il y a peut-être quelque chose à faire dans le futur si l'entreprise se reprend. Pour finir la vidéo et aussi parce qu'on arrive en fin de semaine, petit rappel pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre en tant que membre du programme de formation, vous avez la page de vente qui est à nouveau ouverte jusqu'à dimanche soir. Donc dans le programme, vous avez toute la formation avec toute ma stratégie et comment vous créez aussi vos propres analyses, vos propres stratégies, globalement tout ce que je fais sur YouTube pour devenir autonome dans vos investissements. Vous avez aussi accès à mon portefeuille, des vidéos exclusives, mes analyses, mes fichiers précis, etc. Et vous pouvez aussi prendre des appels individuels avec moi-même en passant par un appel parce que je limite le nombre de places, parce que je veux être présent pour les coachings évidemment. Et je pense en parler de plus en plus dans le futur parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de retours très positifs, on travaille très bien ensemble et franchement, c'est quelque chose qui m'épanouit au-delà du YouTube. Donc voilà, j'hésiterai pas à vous en reparler dans le futur aussi. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à au début, aussi bien que vous soyez sur YouTube, dans les commentaires, ceux qui veulent aller plus loin avec moi dans leur apprentissage, c'est grâce à vous tous qu'on peut continuer cette aventure, qu'on peut accélérer le rythme et je tenais à vous en remercier. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.